En 1851, lors d'une vente aux enchères d'esclaves en Louisiane, une femme noire d'une beauté saisissante et d'une élégance inhabituelle monte sur l'estrade. Son regard fier et sa posture digne troublent profondément l'assistance. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui choque l'assemblée ce jour-là. C'est ce qu'elle révèle publiquement sur son passé et sur l'homme qui ose l'acheter. Une histoire de secrets enfouis, de trahisons familiales et de vérités impossibles à ignorer. Avant de connaître le dénouement de cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment. Chapitre 1. Le soleil de juillet brûlait impitoyablement sur le marché aux esclaves de la Nouvelle-Orléans. Célestine se tenait dans l'ombre étouffante d'un entrepôt, les mains enchaînées devant elle, écoutant les cris du commissaire-priseur qui résonnaient à travers la place bondée. Elle avait 26 ans, la peau couleur acajou, des yeux noisettes perçants et des cheveux noirs attachés sous un foulard blanc. Contrairement aux autres femmes autour d'elle qui gardaient la tête baissée, Célestine observait tout avec une attention aiguë. « Suivant !» cria M. Beaumont, le commissaire-priseur, un Français corpulent au visage rougi par la chaleur et l'alcool. Lot numéro 23. Un garde poussa Célestine vers l'estrade de bois. Elle monta les marches avec dignité, refusant de trébucher malgré les chaînes. La foule d'acheteurs potentiels, tous des hommes blancs en costumes élégants, la scrutèrent avec des regards qui la réduisaient à une marchandise. « Voici Célestine », annonça Beaumont d'une voix forte. 26 ans, en parfaite santé. Elle sait lire, écrire et parler français, anglais et créole. Elle a travaillé comme dame de compagnie pour Madame Rousseau à Saint-Domingue avant les troubles. Prix de départ, $1 200. Un murmure parcourut la foule. Une esclave éduquée valait cher, surtout une aussi belle. Plusieurs mains se levèrent immédiatement. Célestine regardait droit devant elle, son visage impassible cachant la rage qui bouillonnait en elle depuis des mois. 1300, cria un planteur. 1500, surenchérit un marchand de textiles. C'est alors que Célestine fit l'impensable. Elle prit la parole. « Messieurs, dit-elle d'une voix claire et posée en français impeccable, avant de dépenser votre argent, permettez-moi de vous dire qui je suis vraiment. » Un silence stupéfait tomba sur la place. Beaumont devint écarlate. « Tais-toi immédiatement. Garde !» Mais Célestine continua, parlant rapidement avant qu'on ne la fasse taire. « Je m'appelle Célestine Moreau. Je ne suis pas née esclave. J'étais une femme libre à Saint-Domingue, éduquée dans un couvent français. Mon père était Philippe Moreau, notaire respecté. Ma mère, Marie, était son épouse légitime selon les lois coloniales. J'ai été enlevé il y a 8 mois par des marchands sans scrupules qui ont falsifié mes papiers après la mort de mes parents. » La foule explosa en conversation confuse. Plusieurs acheteurs potentiels semblaient troublés. Beaumont hurla des ordres aux gardes qui montèrent sur l'estrade pour saisir Célestine. Mais une voix s'éleva depuis le fond de la place. « Attendez !» Un homme élégant d'environ 40 ans fendit la foule. C'était M. Lucien Dufresne, avocat réputé et membre influent de la communauté créole française de la Nouvelle-Orléans. Il portait un costume de lin blanc impeccable et un chapeau Panama. Ses yeux gris fixaient Célestine avec une intensité particulière. « Monsieur Beaumont, dit Dufresne d'une voix calme et autoritaire, si cette femme dit la vérité, cette vente est illégale. Vendre une personne libre comme esclave est un crime grave, même ici. »« C'est absurde, » protesta Beaumont, transpirant abondamment. « Elle ment pour éviter la vente. C'est une ruse. »« Alors prouvez-le, » répondit Dufresne. « Montrez-nous les documents qui établissent son statut d'esclave. Les papiers d'origine, pas des copies. » Beaumont hésita, échangeant des regards nerveux avec un homme à l'arrière de la foule, un marchand nommé Gaston Mercier. Célestine reconnut immédiatement Mercier. C'était l'un des hommes qu'il avait enlevé à Port-au-Prince, profitant du chaos qui suivait la mort de ses parents dans une épidémie de fièvre jaune. « Les documents sont en règle, » insista Beaumont. « Ils proviennent de la succession Lavigne à Saint-Domingue. »« La succession Lavigne » répéta Dufresne, fronçant les sourcils. « Je connais bien cette famille. Jacques Lavigne était mon ami. Il est mort sans héritier il y a 3 ans. Quelqu'un utilise son nom pour légitimer des ventes frauduleuses. » La tension monta d'un cran. Plusieurs acheteurs commencèrent à se retirer, ne voulant pas être associés à une transaction potentiellement illégale. Beaumont comprit qu'il perdait le contrôle de la situation. « Messieurs, dit-il en essayant de reprendre contenance, il y a manifestement une confusion. Je propose de suspendre cette vente particulière jusqu'à ce que les documents soient vérifiés en détail. Passons au lot suivant. »« Non, » dit fermement Dufresne. « Cette femme ne retournera pas dans vos cellules pendant que vous faites disparaître les preuves.
Je la place sous ma protection légale immédiate en attendant une enquête complète. Vous n'avez pas l'autorité. Comment ça, Beaumont? Je suis avocat assermenté et membre du conseil municipal, l'interrompit Dufresne. J'ai parfaitement l'autorité de contester une vente suspecte et de protéger une personne potentiellement libre, retenue illégalement. À moins que vous ne préfériez que j'appelle immédiatement le shérif pour examiner vos pratiques commerciales. Beaumont savait qu'il était piégé. Avec un geste furieux, il ordonna aux gardes de détacher Célestine. Très bien, mais elle reste votre responsabilité. Dufresne. Si elle s'enfuit, c'est votre problème. Dufresne monta sur l'estrade et offrit son bras à Célestine. Madame Moreau, permettez-moi de vous escorter loin d'ici. Célestine le regarda dans les yeux, cherchant à déterminer s'il était sincère ou s'il cachait ses propres intentions. Elle vit quelque chose d'inhabituel dans son regard, du respect, de la curiosité, peut-être même de l'admiration pour son courage. « Merci, monsieur », dit-elle simplement en acceptant son bras. Alors qu'ils descendaient de l'estrade ensemble, Célestine aperçut le visage de Gaston Mercier dans la foule. Ses yeux la fixaient avec une haine froide. Elle comprit immédiatement qu'elle venait de se faire un ennemi dangereux, un homme qui avait beaucoup à perdre si son témoignage révélait ses activités criminelles. Dufresne la conduisit vers une calèche élégante garée à l'ombre d'un grand chêne. « Nous allons chez moi, » expliqua-t-il. « Ma maison est dans le quartier français. Vous y serez en sécurité pendant que j'examine cette affaire. »« Pourquoi m'aidez-vous » demanda Célestine alors qu'il montait dans la calèche. « Vous ne me connaissez pas. » Dufresne la regarda longuement avant de répondre. « Parce que j'ai vu quelque chose dans vos yeux sur cette estrade. Quelque chose qui m'a rappelé ma propre sœur, Émilie. Elle est morte il y a 5 ans, mais elle avait cette même détermination, ce même refus d'accepter l'injustice. Et puis, il hésita. J'ai mes propres raisons de détester le commerce d'esclaves et ceux qui en profitent par des moyens frauduleux. » La calèche s'ébranla, s'éloignant du marché. Célestine regarda par la fenêtre, voyant la ville défiler. Elle savait que sa bataille ne faisait que commencer. Chapitre 2. La demeure de Lucien Dufresne était une élégante maison créole à 2 étages avec des balcons en fer forgé et une cour intérieure ombragée par des magnolias. Une fontaine chantait doucement au centre, entourée de fougères luxuriantes. C'était un havre de paix contrastant violemment avec l'horreur du marché aux esclaves. Une femme d'une 50aine d'années, la gouvernante nommée Mathilde, accueillit Dufresne à la porte. Elle était une femme libre de couleur, une position rare mais reconnue dans la société créole complexe de la Nouvelle-Orléans. Ses yeux s'élargirent en voyant Célestine. « Mathilde, voici Madame Célestine Moreau, dit Dufresne. Elle sera notre invitée. Préparez la chambre d'Ami Bleu, s'il vous plaît, et apportez-lui des vêtements appropriés. Elle a besoin de se reposer et de se laver. » Mathilde hocha la tête avec compréhension. Elle avait vu suffisamment de femmes dans des situations désespérées pour reconnaître les signes. « Par ici, madame, » dit-elle gentiment à Célestine. Célestine suivit Mathilde à l'étage, encore incrédule de ce revirement de fortune. La chambre était spacieuse et fraîche, avec des rideaux de dentelle blanche qui filtraient la lumière du soleil. Un grand lit à baldaquin dominait la pièce, et une bassine d'eau parfumée à la lavande était déjà préparée. « Prenez tout votre temps, » dit Mathilde. « Je vais vous chercher une robe propre. Vous avez à peu près la même taille que mademoiselle Émilie avait. » Émilie était la sœur de M. Dufresne, demanda Célestine. Mathilde acquiesça tristement. « Oui, une femme merveilleuse, au grand cœur. Elle est morte de la fièvre jaune il y a 5 ans. M. Lucien ne s'en est jamais vraiment remis. Depuis, il consacre beaucoup de son temps à des causes qu'elle aurait soutenues. » Après le départ de Mathilde, Célestine se lava longuement, essayant de nettoyer non seulement son corps mais aussi le souvenir de ces 8 mois d'horreur. Elle pensa à ses parents, Philippe et Marie Moreau, qu'il avait élevés avec amour et éducation malgré les préjugés de leur époque. Son père, bien que blanc, avait épousé légalement sa mère selon les lois coloniales particulières de Saint-Domingue et avait insisté pour que Célestine reçoive la meilleure éducation possible. Quand il était mort à quelques jours d'intervalle pendant l'épidémie, Célestine s'était retrouvée seule et vulnérable. Gaston Mercier et ses associés avaient profité du chaos pour s'emparer d'elle, détruire ses papiers légitimes et créer de faux documents la déclarant esclave de la succession Lavigne. Il l'avait ensuite transportée à la Nouvelle-Orléans pour la vendre au plus offrant. Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. Mathilde entra avec une belle robe bleue et des sous-vêtements propres. « Monsieur Lucien vous attend dans son bureau quand vous serez prête, » dit-elle. « Prenez votre temps. » 1 heure plus tard, Célestine descendit au bureau de Dufresne, une pièce lambrissée remplie de livres de droit et de documents.
Dufresne se leva à son entrée, impressionné par la transformation. Dans cette robe élégante, avec ses cheveux propres coiffés en chignon, Célestine ressemblait exactement à ce qu'elle prétendait être, une femme éduquée de bonne famille. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il en indiquant un fauteuil confortable. « Nous devons parler sérieusement de votre situation. » Célestine s'assit, gardant son dos droit et ses mains posées calmement sur ses genoux. « Je vous écoute, monsieur Dufresne. »« Appelez-moi Lucien, je vous prie. Maintenant, racontez-moi toute votre histoire depuis le début. Ne laissez rien de côté. Les détails sont cruciaux si nous voulons construire un cas légal solide. » Célestine raconta tout. Son enfance à Saint-Domingue, l'éducation qu'elle avait reçue, le mariage légal de ses parents, leur mort pendant l'épidémie, son enlèvement par Mercier et ses hommes, la falsification de ses documents, le voyage horrible vers la Nouvelle-Orléans et les 8 mois passés dans les entrepôts de Beaumont en attendant d'être vendus. Lucien prenait des notes détaillées, posant occasionnellement des questions précises. « Vous dites que votre père était notaire. Il devait avoir des documents officiels, des collègues, des clients. Avez-vous des noms ? » Mon père travaillait souvent avec maître Antoine Girard, un autre notaire de Port-au-Prince. Ils étaient amis proches. Si quelqu'un peut témoigner de mon identité, c'est lui. Excellent. Je vais immédiatement écrire à Port-au-Prince pour obtenir des témoignages et des copies de documents officiels. Cela prendra du temps, mais c'est notre meilleure chance. Et en attendant, demanda Célestine. Beaumont et Mercier ne vont pas rester les bras croisés. Ils ont trop à perdre si la vérité éclate. Lucien hocha gravement la tête. « Vous avez raison. Mercier est un homme dangereux avec des connexions puissantes. Mais il a aussi des ennemis. Je connais certains marchands honnêtes qui ont été ruinés par ces pratiques frauduleuses. Ils seront ravis de témoigner contre lui si nous leur donnons l'opportunité. »« Pourquoi prenez-vous de tels risques pour moi ?» demanda à nouveau Célestine. « Vous pourriez vous faire des ennemis puissants. » Lucien se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la cour paisible. Ma sœur Émilie était passionnée par la justice sociale. Elle travaillait avec des organisations qui aidaient les femmes et les enfants dans le besoin, quelle que soit leur couleur. Elle croyait profondément en l'égalité fondamentale de tous les êtres humains. Quand elle est morte, j'ai promis de continuer son œuvre. Quand je vous l'ai vue sur cette estrade aujourd'hui, refusant d'être réduite au silence, j'ai vu son esprit. Je ne pouvais pas détourner le regard. Il se retourna vers Célestine. « Mais soyez clair sur une chose. Ce combat sera difficile et peut-être dangereux. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout ?» Célestine le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Dufresne, Lucien, j'ai déjà perdu ma famille, ma liberté, ma dignité. Je n'ai plus rien à perdre. Mais j'ai beaucoup à gagner, ma liberté légale, mon nom, ma justice. Oui, je suis prête à me battre jusqu'au bout. » Chapitre 3. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités légales. Lucien écrivit immédiatement à ses contacts à Saint-Domingue, demandant toute documentation concernant Philippe et Marie Moreau. Il rassembla également des témoignages de plusieurs marchands locaux qui avaient été victimes des fraudes de Gaston Mercier par le passé. Célestine, pendant ce temps, restait confinée à la maison de Lucien pour sa propre sécurité. Elle passait ses journées à lire dans la bibliothèque impressionnante, à converser avec Mathilde qui était devenue une amie, et à écrire méticuleusement tout ce dont elle se souvenait de son kidnapping des mois suivants. Ces notes serviraient de témoignage crucial. Un après-midi, alors qu'elle lisait dans la cour intérieure, Mathilde vint la trouver avec une expression inquiète. « Madame Célestine, il y a un homme à la porte qui demande à voir monsieur Lucien. Il dit s'appeler Antoine Girard. » Célestine bondit sur ses pieds, son cœur battant la chamade. « Girard? Antoine Girard de Port-au-Prince? C'est l'ami de mon père. Il est ici? Il vient d'arriver de Saint-Domingue, apparemment. Monsieur Lucien le reçoit dans son bureau. » Célestine se précipita vers le bureau, frappant doucement avant d'entrer. Lucien était assis avec un homme d'une 60aine d'années, mince avec des cheveux gris et des lunettes rondes. Quand l'homme vit Célestine, il se leva brusquement, les larmes aux yeux. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est vraiment vous, Célestine, la fille de Philippe et Marie. Je ne pouvais pas le croire quand j'ai reçu la lettre de M. Dufresne. » Célestine courut vers lui et ils s'étreignirent, tous deux pleurant. « Maître Girard, vous êtes vivant. J'avais si peur que vous aussi ayez succombé à la fièvre. » « J'étais en voyage d'affaires à Cuba quand l'épidémie a frappé, » expliqua Girard en s'essuyant les yeux. « Quand je suis rentré, Philippe et Marie étaient déjà enterrés, et on m'a dit que vous aviez disparu. Certains disaient que vous étiez morte aussi. D'autres suggéraient que vous aviez fui vers les montagnes. Je ne savais pas quoi croire. »
Ils s'assirent tous les trois, et Girard sortit une épaisse liasse de documents de sa sacoche. Quand j'ai reçu la lettre de M. Dufresne, j'ai immédiatement rassemblé tout ce que je pouvais trouver. Voici l'acte de mariage légal de vos parents, votre certificat de naissance, les documents professionnels de votre père établissant sa position de notaire respecté. J'ai également apporté des lettres de plusieurs personnes qui vous ont connu à Port-au-Prince et qui peuvent témoigner de votre identité et de votre statut de femme libre. Lucien examina les documents avec satisfaction. C'est excellent. Avec ces preuves, nous pouvons construire un cas juridique solide. Le tribunal devra reconnaître que Célestine a été enlevée et vendue illégalement. Il y a plus, ajouta Girard, son visage se durcissant. J'ai fait des recherches sur ce Gaston Mercier. Il opère un réseau d'enlèvement depuis des années, ciblant spécifiquement les personnes libres de couleur qui se retrouvent seules et vulnérables. Il falsifie leurs papiers et les vend comme esclaves. J'ai trouvé au moins 6 autres cas similaires rien qu'à Port-au-Prince au cours des 5 dernières années. 6 autres victimes, s'exclama Célestine, horrifiée. Nous devons les retrouver. Certaines ont probablement été vendues à des plantations dans tout le sud, dit tristement Girard. Il sera très difficile de les tracer. Mais si nous pouvons exposer Mercier ici, à la Nouvelle-Orléans, nous pouvons au moins arrêter ces opérations futures. Lucien se leva, marchant pensivement. J'ai déjà déposé une pétition officielle auprès du tribunal municipal pour contester la légalité de la vente tentée de Célestine. Avec ces nouveaux documents, je peux transformer cela en une accusation criminelle complète contre Mercier et Beaumont. Mais je dois vous avertir tous les deux, ces hommes ne se laisseront pas faire sans combattre. Ils ont de l'argent, des connexions et aucun scrupule. Comme pour confirmer ces paroles, Mathilde entra précipitamment dans le bureau, son visage pâle. Monsieur Lucien, des hommes sont à la porte. Ils disent venir de la part de Monsieur Mercier avec un mandat légal pour récupérer sa propriété. Lucien devint livide. Comment ose-t-il? Célestine est sous ma protection légale. Ils ont des documents officiels, insista Mathilde nerveusement. Et ils ne sont pas seuls. Il y a au moins 6 hommes, certains armés. Célestine sentit la peur l'envahir, mais elle se força à rester calme. Que faisons-nous? Lucien réfléchit rapidement. Mathilde, allez chercher immédiatement le shérif adjoint Monroe. Il habite à 3 rues d'ici et il me doit une faveur. Dites-lui que c'est une urgence légale. Antoine, Célestine, restez ici et ne faites aucun bruit. Il sortit du bureau et se dirigea vers l'entrée principale. Célestine et Girard pouvaient entendre des voix en colère. Ils se rapprochèrent silencieusement de la porte pour écouter. « Je vous dis que j'ai un mandat légal signé par le juge Beauregard », disait une voix dure que Célestine reconnut comme celle de Mercier. « Cette femme est ma propriété légale selon les documents de la succession Lavigne. Vous la retenez illégalement. » Le juge Beauregard, répondit Lucien d'un ton méprisant. « Le même juge qui doit de l'argent à votre établissement de jeu. Mercier? Quelle coïncidence pratique. Votre mandat ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Faites attention à vos accusations. Dufresne, vous parlez à un homme d'affaires respecté. » « Respecté » rit amèrement Lucien. « Vous êtes un kidnappeur et un faussaire. Et j'ai les preuves pour le démontrer devant un vrai tribunal. » « Alors vous l'admettez. Elle est ici. Mes hommes, entrez et trouvez-la. » « Pas un pas de plus, » tonna Lucien. « C'est ma propriété privée et vous n'avez aucune autorité légale pour y entrer. Je ferai arrêter quiconque franchit ce seuil pour intrusion. » À ce moment, des pas précipités se firent entendre dans la rue. Mathilde revenait avec le shérif adjoint Monroe et 2 autres officiers. Monroe était un homme imposant d'origine irlandaise qui avait la réputation d'être incorruptible. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Monroe d'une voix autoritaire. Mercier essaya immédiatement d'adopter un ton conciliant. « Shérif Monroe, heureusement que vous êtes là. Monsieur Dufresne retient illégalement ma propriété. J'ai un mandat ?» « Laissez-moi voir ce mandat » l'interrompit Monroe. Il examina le document attentivement. Signé par le juge Beauregard en session privée, sans audience publique. Intéressant. Il regarda Lucien. « Quelle est votre version ?» Lucien expliqua calmement la situation. La femme en question, Célestine Moreau, prétend être une personne libre qui a été kidnappée et ses documents falsifiés. J'ai maintenant des preuves substantielles qui soutiennent sa réclamation, y compris des témoignages et des documents officiels de Saint-Domingue. J'ai déposé une pétition officielle auprès du tribunal contesté. Chapitre 4. Le shérif adjoint Monroe examina longuement le mandat douteux que Mercier lui avait présenté, puis regarda Lucien avec une expression pensive. Il connaissait la réputation des 2 hommes. Dufresne était un avocat intègre,
tandis que Mercier était connu pour ses affaires louches, même si personne n'avait jamais pu le prouver légalement. « Monsieur Mercier, » dit finalement Monroe en lui rendant le document, « ce mandat ne me semble pas en ordre. Il a été émis en session privée sans audience contradictoire, ce qui est irrégulier pour une affaire de cette nature. Je ne peux pas l'exécuter sans vérification appropriée par le tribunal. » Le visage de Mercier devint rouge de colère. « C'est un outrage. Le juge Beauregard est une autorité légitime. » Le juge Beauregard sera convoqué pour expliquer les circonstances de ce mandat, répondit calmement Monroe. En attendant, Madame Moreau reste sous la protection légale de M. Dufresne, comme établi lors de l'incident au marché aux esclaves. Si vous avez des objections, vous pouvez les présenter lors de l'audience officielle qui aura lieu la semaine prochaine. Mercier comprit qu'il avait perdu cette manche. Il lança un regard meurtrier vers la maison de Lucien, sachant que Célestine écoutait probablement quelque part à l'intérieur. Très bien, nous verrons ce que le tribunal en pense. Mais sachez ceci, Dufresne, vous vous êtes fait un ennemi puissant aujourd'hui. Je ne l'oublierai pas. Je tremble de peur, répondit Lucien avec un sarcasme glacial. Maintenant, sortez de ma propriété avant que je vous fasse arrêter pour harcèlement et menace. Mercier et ses hommes s'éloignèrent, mais l'atmosphère restait tendue. Monroe attendit qu'il soit hors de portée de voix avant de se tourner vers Lucien. Vous savez que vous vous attirez de gros problèmes, n'est-ce pas? Mercier a des amis puissants, des gens qui ne seront pas contents que vous fouiniez dans nos affaires. Je sais, acquiesça Lucien, mais c'est précisément pourquoi quelqu'un doit le faire. Ces hommes opèrent en toute impunité depuis trop longtemps. Soyez prudents et gardez cette femme en sécurité. Si elle témoigne au tribunal, elle sera en grand danger. Après le départ de Monroe et de ses hommes, Lucien entra dans la maison pour trouver Célestine et Girard qui l'attendaient anxieusement dans le bureau. « Nous avons gagné du temps, » expliqua-t-il, « mais Mercier ne va pas l'abandonner facilement. L'audience est fixée à la semaine prochaine. D'ici là, nous devons préparer notre cas de manière impeccable. » Les jours suivants furent consacrés à une préparation intensive. Girard et Lucien travaillèrent ensemble pour organiser tous les documents dans un ordre logique et convaincant. Ils préparèrent également Célestine pour son témoignage, la questionnant encore et encore sur les moindres détails de son histoire pour s'assurer qu'elle pourrait résister à un contre-interrogatoire agressif. « Mercier va essayer de vous déstabiliser », avertit Lucien lors d'une session de préparation. « Il va attaquer votre crédibilité, insinuer que vous mentez, peut-être même suggérer des choses déplaisantes sur votre caractère. Vous devez rester calme et digne quoi qu'il arrive. »« Je comprends », répondit Célestine avec détermination. « J'ai la vérité de mon côté. C'est plus fort que tous ces mensonges. » « La vérité est importante, » dit Girard tristement, « mais dans un tribunal, c'est souvent la meilleure performance qui gagne. Nous devons être parfaits. » Pendant ce temps, dans les milieux marchands de la Nouvelle-Orléans, l'affaire devenait le sujet de conversation principale. Certains commerçants honnêtes voyaient là une opportunité de se débarrasser enfin de Mercier et de ses pratiques frauduleuses. D'autres, qui profitaient du système actuel, commençaient à s'inquiéter que cette affaire n'ouvre une boîte de Pandore. La veille de l'audience, Mathilde vint trouver Célestine dans sa chambre avec une robe noire élégante. « Pour demain, » expliqua-t-elle, « Monsieur Lucien dit que vous devez avoir l'air respectable et sérieux. Cette robe appartenait à Mademoiselle Émilie. Elle aurait voulu que vous la portiez. » Célestine toucha le tissu fin avec émotion. « Merci, Mathilde, pour tout. Vous avez été si gentille avec moi. » Mathilde s'assit sur le lit à côté d'elle. « Vous me rappelez ma propre fille, Joséphine. Elle a été vendue il y a 15 ans quand son ancien maître est mort et que sa succession a été liquidée. J'ai acheté ma liberté, mais je n'ai jamais pu la retrouver. Si je peux vous aider à retrouver votre liberté, c'est une petite justice dans ce monde cruel. » Les deux femmes s'étreignirent, partageant leur douleur commune. Cette nuit-là, Célestine dormit peu, répétant mentalement tout ce qu'elle devrait dire le lendemain. L'enjeu était énorme. Pas seulement sa propre liberté, mais potentiellement l'exposition de tout un réseau criminel. Le matin de l'audience arriva enfin. Le tribunal était bondé, rempli de curieux, de journalistes et de personnes ayant un intérêt direct dans l'issue de l'affaire. Célestine entra dans la salle au bras de Lucien, vêtue de la robe noire d'Émilie, sa tête haute malgré sa nervosité. Elle pouvait sentir tout le regard sur elle, certains sympathiques, d'autres hostiles. Le juge présidant l'audience était M. Henri Laroche, un homme dans la soixantaine connu pour sa rigueur et son intégrité. Il n'avait aucun lien avec Mercier, ce qui était déjà une petite victoire.
L'avocat de Mercier était maître Bernard Fontaine, un homme rusé réputé pour sa capacité à gagner des cas impossibles grâce à des technicités juridiques. L'audience est ouverte, annonça le juge Laroche. Nous sommes ici pour déterminer le statut légal de la personne connue sous le nom de Célestine Moreau. Maître Dufresne, vous avez demandé cette audience. Présentez votre cas. Lucien se leva avec confiance. Votre honneur, je vais démontrer aujourd'hui que ma cliente, Madame Célestine Moreau, est une femme libre qui a été criminellement kidnappée, ses documents falsifiés et illégalement vendus comme esclave. J'ai des preuves documentaires, des témoignages et des témoins directs pour soutenir chaque aspect de cette réclamation. Il commença méthodiquement à présenter les documents apportés par Girard, l'acte de mariage des parents de Célestine, son certificat de naissance, les papiers professionnels de son père. Puis il appela Girard à la barre pour témoigner de l'identité de Célestine et de son statut de femme libre à Saint-Domingue. Girard témoigna avec éloquence, décrivant Philippe et Marie Moreau, leur mariage légal et l'éducation qu'ils avaient donnée à leur fille. « J'ai connu Célestine depuis sa naissance, dit-il. Je l'ai vue grandir, devenir une jeune femme éduquée et accomplie. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'elle est qui elle prétend être. » Maître Fontaine se leva pour le contre-interrogatoire. « Monsieur Girard, n'est-il pas vrai que vous aviez des dettes envers Philippe Moreau au moment de sa mort? N'est-il pas possible que vous témoigniez aujourd'hui par intérêt personnel? » « C'est absolument faux, » répondit Girard avec indignation. « Philippe était mon ami, pas mon créancier. Et même si c'était vrai, cela ne changerait rien aux faits. Ces documents sont authentiques et peuvent être vérifiés. » « Vraiment? Mais comment pouvons-nous être sûrs que ces documents n'ont pas été falsifiés? Après tout, vous êtes vous-même notaire. Vous auriez les compétences nécessaires. » Le juge Laroche intervint. « Maître Fontaine, à moins que vous n'ayez des preuves concrètes de falsification, je vous demande de limiter vos insinuations. » Le contre-interrogatoire continua pendant 1 heure, mais Fontaine ne réussit pas à ébranler le témoignage de Girard. Finalement, ce fut au tour de Célestine de témoigner. Elle monta à la barre, son cœur battant mais sa voix ferme. « Madame Moreau, commença Lucien, racontez-nous comment vous vous êtes retrouvée sur ce marché aux esclaves. » Célestine raconta toute son histoire, depuis la mort de ses parents jusqu'à son enlèvement. Elle décrivit en détail comment Mercier et ses hommes l'avaient capturée, détruit ses vrais papiers et créé de faux documents. Sa voix ne trembla qu'une fois, quand elle décrivit le moment où elle avait réalisé qu'elle pourrait ne jamais revoir sa maison. Quand vint le tour de Fontaine pour le contre-interrogatoire, il attaqua immédiatement. « Madame Moreau, ou devrais-je dire, la femme qui se fait appeler Madame Moreau, n'est-il pas vrai que vous avez été formée pour jouer ce rôle? Que vous êtes en réalité une esclave intelligente qui a appris à imiter une personne libre? » Célestine le regarda droit dans les yeux. « Si c'était le cas, maître, qui m'aurait formé? Et pourquoi? Quel serait le but d'une telle ruse élaborée? Pour échapper à l'esclavage, évidemment. En créant un scandale public qui attire l'attention de toute la ville, en impliquant un avocat respectable et en produisant des documents qui peuvent être vérifiés à Saint-Domingue, ce serait le plan d'évasion le plus stupide jamais conçu. » Des rires étouffés parcoururent la salle. Chapitre 5. Le contre-interrogatoire de Maître Fontaine continua pendant plus d'1 heure éprouvante, mais Célestine tint bon avec une force intérieure qu'elle ne se connaissait pas. Pour chaque insinuation venimeuse, chaque tentative sournoise de la déstabiliser ou de la faire trébucher dans ses réponses, elle avait une réponse claire, logique et digne. Elle pouvait voir la frustration grandir progressivement sur le visage rougeaud de Fontaine, ses traits se crispant à chaque échec. Il n'arrivait tout simplement pas à la piéger dans une contradiction, malgré tous ses efforts et toute son expérience de plaideur rusé. « Madame Moreau, » dit Fontaine en changeant de tactique, sa voix devenant mielleuse et faussement compatissante, « n'est-il pas possible que vous ayez simplement oublié votre véritable statut? Que le traumatisme de la mort de vos parents ait créé une confusion mentale? Que vous croyez sincèrement être libre alors que vous ne l'avez jamais été? » Célestine le regarda avec un mélange de pitié et de mépris à peine dissimulé. « Maître Fontaine, je sais exactement qui je suis et d'où je viens. Je connais chaque rue de Port-au-Prince où j'ai grandi. Je peux vous réciter les noms des professeurs qui m'ont enseigné au couvent des Ursulines. Je peux vous décrire en détail le bureau de mon père, l'odeur de l'encre et du papier, les livres de droit qui remplissaient ses étagères. Un traumatisme ne crée pas des souvenirs aussi détaillés et cohérents. Il les efface. » Fontaine essaya encore plusieurs angles d'attaque, devenant de plus en plus désespéré, mais chaque tentative échouait lamentablement. Le juge Laroche observait les échanges avec une attention intense, prenant des notes minutieuses. Finalement, voyant qu'il ne parviendrait nulle part,
Fontaine abandonna avec un geste frustré et se rassit lourdement. Lucien se leva alors, demandant la permission d'appeler un témoin surprise. « Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre M. Thomas Whitfield. » Un murmure de surprise et de curiosité parcourut immédiatement la salle bondée. Whitfield était un marchand britannique extrêmement respecté qui faisait affaire à la Nouvelle-Orléans depuis plus de 20 ans. Sa réputation d'honnêteté et d'intégrité était irréprochable. Il monta à la barre avec l'assurance tranquille d'un homme habitué à être écouté et respecté dans les cercles commerciaux les plus élevés. « Monsieur Whitfield, » commença Lucien d'une voix claire, « vous connaissez Monsieur Gaston Mercier, n'est-ce pas ?»« Malheureusement, oui, » répondit Whitfield avec un dégoût non dissimulé dans sa voix habituellement mesurée. « Et je regrette profondément chaque transaction que j'ai jamais faite avec cet homme sans scrupules. Pouvez-vous expliquer au tribunal pourquoi vous dites cela ?» Whitfield prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à confesser un péché qui le hantait depuis longtemps. « Il y a 3 ans, M. Mercier m'a vendu 5 esclaves pour travailler dans mon entrepôt et mes docks. Ils étaient prétendument légalement acquis avec tous les documents appropriés. Je n'avais aucune raison de douter de la légalité de la transaction à ce moment-là. Mais environ 6 mois plus tard, j'ai découvert par pure coïncidence que 2 de ces hommes étaient en fait des hommes libres qui avaient été kidnappés exactement de la même manière que Mme Moreau le décrit. L'un d'eux, un homme nommé Jacques Dubois, parlait couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Il était l'ancien secrétaire d'un diplomate français à Cuba. Quand j'ai découvert la vérité par des lettres que sa famille avait réussi à faire parvenir, j'ai été horrifié. « Qu'avez-vous fait alors » demanda Lucien. J'ai immédiatement confronté Mercier avec ses preuves accablantes. Je lui ai dit que je savais ce qu'il avait fait et que j'exigeais qu'il reprenne ses hommes et rembourse mon argent. Mais au lieu de montrer le moindre remords ou de chercher à corriger l'erreur, il m'a menacé. Whitfield marqua une pause, sa mâchoire se serrant au souvenir de cette confrontation. Il m'a dit que si je parlais publiquement de cette affaire, si j'essayais de l'exposer ou de porter plainte, il utiliserait ses connexions pour me ruiner complètement. Il m'a dit qu'il connaissait des secrets sur mes propres affaires, des choses qui pourraient être mal interprétées. Et comme un lâche, j'ai eu peur. J'ai gardé le silence à l'époque. Je regrette maintenant profondément mon silence complice. « Qu'est-il arrivé aux 2 hommes libres que vous déteniez » demanda Lucien. « J'ai immédiatement organisé leur libération complète dès que j'ai compris la vérité de leur situation. Je leur ai donné de l'argent substantiel pour le voyage et pour recommencer leur vie. Je les ai personnellement aidés à retourner chez eux, à leur famille qui les croyait morts. Mais je sais que je ne peux jamais vraiment réparer le mal qui leur a été fait, ni leur rendre le temps précieux qu'ils ont perdu, ni effacer les traumatismes qu'ils ont endurés. Cette culpabilité me hante encore aujourd'hui. » Ce témoignage puissant et émotionnel fut absolument dévastateur pour la défense déjà chancelante de Mercier. Fontaine essaya désespérément de discréditer Whitfield lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'il témoignait par ressentiment personnel ou pour des raisons commerciales, mais Whitfield avait méticuleusement apporté tous les documents prouvant ses affirmations. Les contrats de vente originaux, les lettres de la famille de Jacques Dubois, même des reçus montrant l'argent qu'il avait donné aux 2 hommes libérés. De plus, plusieurs autres marchands respectables dans la salle bondée hochaient gravement la tête, confirmant silencieusement par leurs expressions qu'ils avaient eu des expériences similaires et troublantes avec Mercier au fil des années. Lucien rappela ensuite Armand Beaumont, le commissaire-priseur rougeau et transpirant du marché aux esclaves, qui avait l'air de plus en plus mal à l'aise et piégé. « Monsieur Beaumont, vous êtes sous serment. Je vais vous poser une question très simple et je veux une réponse honnête. D'où provenaient exactement les documents concernant Célestine Moreau que vous avez utilisés lors de la vente aux enchères ?» Beaumont transpirait tellement abondamment que son col était trompé. Il regarda désespérément vers Mercier qui le fixait avec un regard absolument meurtrier depuis le banc de la défense, essayant clairement de l'intimider pour qu'il garde le silence. « J'ai reçu les documents de la succession Lavigne, comme je l'ai dit lors de mon témoignage initial. »« Vraiment ? C'est intéressant, » dit Lucien en s'approchant de lui d'un pas mesuré. « Pourtant, nous avons établi que Jacques Lavigne est mort il y a exactement 3 ans sans héritier direct. Sa succession a été entièrement liquidée par le tribunal d'Orléans. Tous ses biens ont été vendus ou distribués. Il ne reste littéralement aucune succession Lavigne. Alors je vous pose la question à nouveau. Qui exactement vous a physiquement donné ces documents que vous avez présentés comme légitimes ?» Le silence pesant de Beaumont était plus éloquent que n'importe quelle parole. La sueur coulait maintenant sur son visage. Finalement, dans un murmure à peine audible, il admit « Monsieur Mercier les a apportés personnellement à mon bureau. Il m'a assuré qu'ils étaient parfaitement légitimes et en règle. Donc vous n'avez jamais personnellement vérifié leur authenticité de manière indépendante ?»
Vous avez simplement accepté sans question la parole d'un marchand déjà connu dans le milieu commercial pour ses pratiques extrêmement douteuses et ses transactions suspectes. Beaucoup de documents passent par mon bureau chaque semaine. Des centaines. Je ne peux pas physiquement tous les vérifier personnellement auprès des autorités originales. Mais vous avez la responsabilité légale et morale de le faire, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit de vendre des êtres humains, de décider de leur liberté ou de leur servitude. N'est-ce pas votre devoir le plus fondamental en tant que commissaire-priseur agréé? Beaumont n'avait aucune réponse défendable. Il baissa simplement la tête, vaincu. Le juge Laroche prenait des notes furieusement, son visage devenant de plus en plus sombre et désapprobateur. Finalement, dans ce qui ressemblait à un dernier acte désespéré, ce fut au tour de Gaston Mercier lui-même de témoigner pour sa propre défense. Il monta à la barre avec une arrogance affectée, essayant de projeter une image de confiance et de respectabilité, malgré tout ce qui avait été révélé. Il était encore convaincu, avec l'aveuglement du criminel habitué à l'impunité, qu'il pouvait manipuler la situation et sauver sa réputation. Monsieur Mercier, commença son propre avocat Fontaine, ces accusations graves contre vous sont-elles vraies? Absolument pas, s'exclama Mercier avec une indignation théâtrale. Je suis un homme d'affaires légitime et respecté qui opère dans cette ville depuis 15 ans. Ces accusations sont le résultat d'une conspiration menée par mes concurrents jaloux qui veulent me ruiner et s'emparer de mes parts de marché. Tous les documents que j'ai jamais présentés étaient parfaitement en règle selon ma meilleure connaissance. J'ai toujours agi de parfaite bonne foi dans toutes mes transactions. Si des erreurs administratives ont été commises quelque part dans la chaîne de documentation, ce n'est certainement pas ma faute personnelle. Je ne peux pas être tenu responsable des erreurs commises par d'autres. Lucien se leva pour le contre-interrogatoire avec un sourire froid et calculé qui ne touchait pas ses yeux. Il s'approcha lentement de Mercier comme un prédateur encerclant sa proie. « Monsieur Mercier, combien exactement de personnes avez-vous vendu au cours des 5 dernières années en utilisant des documents prétendument issus de la succession Lavigne ?» Je ne me souviens pas du nombre exact. Mes registres comptables contiennent des centaines de transactions. Vous ne vous souvenez pas? C'est très commode. Lucien se tourna vers une table où étaient empilés de nombreux documents. Laissez-moi vous aider à rafraîchir votre mémoire si défaillante. J'ai ici des registres officiels du marché aux esclaves de la Nouvelle-Orléans que j'ai obtenus par citation à comparaître. Ces registres montrent de manière indiscutable au moins 15 ventes distinctes officiellement liées à la prétendue succession Lavigne au cours des 5 dernières années. 15 êtres humains. N'est-ce pas extraordinairement étrange et suspect pour une succession qui, comme nous l'avons établi de manière certaine, n'existe plus depuis 3 ans? Le visage de Mercier pâlit visiblement. Il doit y avoir une erreur quelque part dans ce registre. Les clercs font souvent des erreurs de transcription. Une erreur? 15 fois? Toutes liées au même nom de succession inexistante? Quelle remarquable coïncidence! La voix de Lucien monta, remplissant la salle. Ou peut-être, Monsieur Mercier, que vous dirigez depuis des années un réseau systématique et criminel de kidnapping et de falsification de documents. Peut-être que vous ciblez délibérément et méthodiquement des personnes libres de couleur qui se trouvent dans des situations vulnérables, orphelins, veuves, personnes isolées, sachant qu'elles ont peu de ressources pour se défendre ou pour prouver leur identité. C'est un mensonge scandaleux et diffamatoire, rugit Mercier, son masque de respectabilité tombant enfin complètement. Je ne permettrai pas que ma réputation soit... La vérité vous dérange terriblement, n'est-ce pas, monsieur Mercier? L'interrompit Lucien glacialement. Dites-moi, combien d'argent gagnez-vous en moyenne par personne kidnappée et vendue illégalement comme esclave? 1 000 $? 2 000? Plus? Le juge Laroche frappa son marteau de bois avec force. Ça suffit avec ces éclats. Monsieur Mercier, je vous ordonne de répondre à la question de Maître Dufresne. Combien de profits avez-vous réalisé sur ces transactions suspectes? Mais Mercier refusait obstinément de parler maintenant, réalisant enfin qu'il ne pourrait que s'enfoncer encore plus profondément dans ce mensonge. Il serrait les lèvres avec une détermination furieuse. Son silence lourd était en soi une admission tacite de culpabilité que personne dans la salle ne pouvait ignorer. Après 3 jours complets d'audience absolument intenses et émotionnellement épuisantes, le juge Laroche annonça d'une voix fatiguée qu'il prendrait 2 jours entiers pour délibérer soigneusement avant de rendre son verdict final. Ces 48 heures d'attente furent sans conteste les plus longues et les plus angoissantes de toute la vie de Célestine. Elle restait confinée à la maison protectrice de Lucien, complètement incapable de penser à autre chose qu'à l'issue du procès qui déterminerait littéralement le reste de son existence. Mathilde,
toujours attentionnée et maternelle, essayait vaillamment de la distraire avec des conversations légères, des tâches ménagères simples, même en lui enseignant quelques recettes créoles traditionnelles dans la cuisine. Mais rien ne fonctionnait vraiment. L'esprit de Célestine était constamment dans cette salle de tribunal, rejouant encore et encore chaque témoignage, chaque argument, cherchant désespérément à deviner ce que le juge pourrait décider. Antoine Girard était retourné à son hôtel modeste près du port, mais il venait fidèlement visiter chaque jour, apportant des journaux qui couvraient abondamment le procès, offrant son soutien moral indéfectible. L'affaire était devenue la sensation de toute la ville. Les journaux débattaient passionnément des questions soulevées. Certains éditorialistes louaient le courage de Célestine, d'autres critiquaient ce qu'ils appelaient une attaque dangereuse contre l'ordre social établi. « Quoi qu'il arrive demain, » dit Girard à Célestine la veille du verdict alors qu'il prenait le thé dans la cour paisible, « vous avez déjà accompli quelque chose d'absolument extraordinaire et historique. Vous avez exposé publiquement ces criminels. Vous avez forcé cette ville à confronter ses propres contradictions morales. Même si, que Dieu nous en préserve, le verdict ne va pas dans notre sens. Vous avez planté une graine importante de changement. D'autres victimes dans des situations similaires auront maintenant le courage de parler, de se battre, grâce à votre exemple. » Célestine serra sa main avec reconnaissance, les larmes aux yeux. « Merci, Antoine. Merci pour tout. Sans vous et Lucien, je serais probablement déjà vendu à une plantation lointaine, mon histoire perdue à jamais. » Cette nuit-là, Célestine dormit très peu malgré sa fatigue extrême. Elle restait allongée dans le lit confortable de la chambre bleue, répétant mentalement tout ce qu'elle avait dit lors de son témoignage, se demandant si elle aurait pu mieux formuler certaines réponses, si elle avait été assez convaincante. L'enjeu était absolument énorme. Pas seulement sa propre liberté personnelle, mais potentiellement l'exposition et le démantèlement de tout un réseau criminel qui avait détruit d'innombrables vies. Le matin fatidique du verdict arriva enfin, amené par un soleil éclatant qui semblait se moquer de l'anxiété qui nouait l'estomac de Célestine. Le tribunal était encore plus bondé que lors des audiences précédentes, si c'était possible. Des gens faisaient la queue dehors depuis l'aube pour obtenir une place. Des journalistes de toute la région, même certains venus de New York et de Boston, étaient présents avec leurs carnets et leurs crayons. L'affaire était devenue un symbole national du débat de plus en plus acrimonieux sur l'esclavage et ses innombrables abus. Célestine entra dans la salle majestueuse au bras de Lucien, vêtue de la sobre robe noire qui avait appartenu à Émilie, sa tête haute malgré la nervosité qui faisait trembler ses mains. Elle pouvait physiquement sentir tous les regards fixés sur elle, certains remplis de sympathie et d'espoir, d'autres d'hostilité et de ressentiment. Elle prit sa place à la table de la défense, essayant de contrôler sa respiration. Le juge Henri Laroche entra enfin, et tout le monde se leva respectueusement, dans un bruissement de tissu. Il s'assit lentement dans son fauteuil élevé, arrangea méticuleusement ses documents devant lui, puis regarda longuement l'assemblée tendue avant de commencer à parler d'une voix grave et mesurée. « J'ai examiné avec le plus grand soin toutes les preuves, tous les documents, tous les témoignages présentés dans cette affaire tout à fait extraordinaire qui restera certainement dans les annales juridiques de notre ville. Les questions soulevées ici vont bien au-delà du simple statut légal d'une seule personne, aussi important que cela soit. Elles touchent profondément à l'intégrité même de notre système juridique et à notre responsabilité morale collective en tant que société civilisée. » Il fit une longue pause délibérée, laissant ces mots graves résonner à travers la salle absolument silencieuse où on aurait pu entendre une épingle tomber. Célestine sentait son cœur battre si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Après un examen exhaustif et approfondi de tous les éléments, après avoir pesé soigneusement la crédibilité de chaque témoin, après avoir vérifié personnellement l'authenticité de chaque document présenté, je rends le verdict suivant. Il regarda directement Célestine. Madame Célestine Moreau est formellement et définitivement reconnue comme une personne libre selon toutes les lois applicables de cet État et de cette nation. Les documents présentés par Maître Lucien Dufresne et M. Antoine Girard sont authentiques, établissent de manière absolument concluante et indiscutable son identité véritable et son statut légal de femme libre. Toute prétention contraire est rejetée catégoriquement. Un cri de joie spontanée et triomphant explosa dans la moitié de la salle. Célestine sentit ses jambes se dérober complètement sous elle, et Lucien dut la soutenir fermement pour l'empêcher de tomber. Des larmes de soulagement, de joie, d'incrédulité coulaient librement sur ses joues. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, submergée par une vague d'émotions si puissante qu'elle menaçait de la consumer. Mais le juge Laroche n'avait pas terminé. Il frappa son marteau pour ramener le silence. De plus, continua-t-il, sa voix devenant encore plus sévère et dure,
Les preuves présentées au cours de ce procès établissent de manière claire et irréfutable que M. Gaston Mercier et M. Armand Beaumont ont activement participé à un complot criminel étendu et systématique impliquant kidnapping, séquestration, falsification de documents officiels et vente illégale de personnes libres en violation flagrante de multiples lois fédérales et étatiques. J'ordonne donc leur arrestation immédiate et leur détention en attendant un procès criminel complet. Cette affaire sera transmise sans délai au procureur de l'État pour d'éventuelles poursuites criminelles au maximum des peines prévues par la loi. Le chaos absolu éclata instantanément dans la salle. Des gens criaient, certains de joie, d'autres de protestations furieuses. Mercier, réalisant soudain la gravité de sa situation, essaya désespérément de s'échapper vers la sortie, bousculant les gens sur son passage. Mais le shérif Monroe et ses hommes, qui avaient intelligemment anticipé exactement cette possibilité, l'interceptèrent rapidement et le maîtrisèrent. Ils lui passèrent les menottes pendant qu'il hurlait des menaces incohérentes et des protestations, d'innocence que personne ne croyait plus. Beaumont, de son côté, s'effondra complètement en pleurs hystériques sur sa chaise, suppliant pathétiquement la clémence du tribunal et jurant qu'il témoignerait contre tous ses complices. Lucien serra Célestine dans une étreinte forte et sincère. « Vous êtes libre maintenant, Célestine. Vraiment, légalement, définitivement libre. Plus personne ne peut vous enlever cela. » Célestine ne pouvait toujours pas parler, sa gorge serrée par l'émotion écrasante. Antoine Girard les rejoignit rapidement, lui aussi avec des larmes coulant sur son visage ridé. Il prit les mains de Célestine dans les siennes. « Philippe et Marie seraient si incroyablement fiers de vous en ce moment, » murmura-t-il avec émotion. « Vous avez honoré leur mémoire de la plus belle façon possible. Vous avez prouvé que l'amour et l'éducation qu'ils vous ont donnés étaient plus forts que toutes les chaînes. » Dans les semaines mouvementées qui suivirent ce verdict historique, l'histoire extraordinaire de Célestine se répandit comme une traînée de poudre dans tout le Sud américain. Les journaux de New York, Boston, Philadelphie, Charleston publiaient des articles détaillés. Certains la présentaient comme une héroïne courageuse, d'autres la critiquaient comme une troubleuse dangereuse. Mais tous reconnaissaient l'impact de son cas. D'autres victimes du réseau criminel de Mercier commencèrent courageusement à se manifester, encouragées par le courage qu'avait montré Célestine. Une enquête fédérale beaucoup plus large fut officiellement ouverte, révélant progressivement l'étendue véritablement choquante du réseau. Les enquêteurs découvrirent que Mercier avait des complices dans au moins 5 États différents. Plusieurs autres marchands, avocats corrompus et même quelques fonctionnaires gouvernementaux furent arrêtés au fil des mois suivants. Le scandale ébranla profondément le commerce d'esclaves dans toute la région. Célestine prit une décision difficile mais réfléchit de rester à la Nouvelle-Orléans plutôt que de retourner à Saint-Domingue, où absolument tout lui rappellerait douloureusement ses parents perdus. Elle avait besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie construite sur ses propres termes. Lucien, impressionné par son intelligence exceptionnelle et son courage moral, lui offrit généreusement un emploi permanent dans son cabinet d'avocat respecté. Votre expérience unique et votre intelligence remarquable pourraient aider d'innombrables autres personnes dans des situations similaires, expliqua-t-il. Vous comprenez ces cas d'une manière que je ne pourrai jamais comprendre. Vous êtes exactement ce dont ce cabinet a besoin. Célestine accepta avec gratitude et détermination. Elle commença à travailler sur des cas impliquant des questions de liberté, d'identité, de droit. Elle aidait à interviewer les clients, à rechercher des documents, à préparer des arguments légaux. Son travail attira rapidement l'attention. D'autres avocats commencèrent à la consulter. Des victimes potentielles venaient spécifiquement demander son aide, sachant qu'elle comprendrait leur situation. « Vous avez transformé votre tragédie personnelle en une force pour le bien », dit Lucien un jour alors qu'ils travaillaient ensemble tard le soir sur un cas particulièrement difficile impliquant une famille entière prétendument maintenue illégalement en esclavage. « Vous êtes devenu une voix puissante pour ceux qui n'en ont pas. C'est un don rare et précieux. » Célestine leva les yeux de ces documents, souriant légèrement. « Ma mère m'a toujours enseigné que nous ne choisissons pas nos épreuves dans la vie, mais nous choisissons absolument comment nous y répondons, comment nous les transformons. J'ai choisi de me battre plutôt que d'accepter passivement l'injustice. Et je continuerai à me battre inlassablement pour chaque personne dont la liberté a été criminellement volée. » Elle se leva et marcha vers la grande fenêtre du bureau élégant, regardant pensivement les rues maintenant sombres de la Nouvelle-Orléans illuminées par les lampes à gaz. Quelque part dans cette ville complexe et contradictoire, dans ce pays déchiré, il y avait d'autres Célestines attendant désespérément d'être entendues, d'être libérées, d'être reconnues comme des êtres humains à part entière. Et elle serait là pour les aider, pour se battre à leur côté, pour s'assurer que leur voix soit enfin entendue. Mathilde entra doucement dans le bureau avec un plateau portant du thé chaud et des biscuits.
souriant chaleureusement en voyant Célestine si paisible et déterminée. « Vous avez une lettre qui vient d'arriver, » dit-elle en tendant une enveloppe à Célestine. « De Saint-Domingue, d'après le cachet postal. » Célestine ouvrit soigneusement l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes. C'était une longue lettre d'anciens voisins de ses parents, les Beauchamp, qui avaient appris son histoire incroyable par les nombreux articles de journaux qui avaient traversé l'océan. Il lui écrivait pour lui dire combien Philippe et Marie auraient été fiers de son courage extraordinaire, de sa force morale, de son refus d'accepter l'injustice. La lettre décrivait avec émotion comment toute la communauté de Port-au-Prince parlait d'elle, comment son histoire donnait de l'espoir à d'autres. La lettre se terminait par ces mots touchants qui firent monter les larmes aux yeux de Célestine. « Chère Célestine, vous avez honoré la mémoire de vos chers parents de la plus belle et plus noble façon qu'on puisse imaginer. Vous avez prouvé au monde entier que l'amour inconditionnel, les valeurs morales et l'éducation exceptionnelle qui vous ont donné étaient infiniment plus forts et plus durables que toutes les chaînes physiques ou mentales. Vous êtes un exemple lumineux de ce que l'esprit humain peut accomplir quand il refuse de se soumettre à l'oppression. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans votre noble mission. » Célestine plia soigneusement la lettre précieuse et la rangea tendrement près de son cœur. Elle savait maintenant avec une certitude absolue que son acte de courage désespéré sur cette estrade terrible du marché aux esclaves n'avait pas été vain ou inutile. Elle avait non seulement retrouvé sa propre liberté personnelle après des mois d'horreur, mais elle avait ouvert une voie importante pour d'autres victimes. Elle avait forcé une société à confronter ses propres hypocrisies morales. Elle avait transformé sa douleur en action constructive. Et c'était un héritage puissant dont elle serait toujours profondément et justement fière. Astérisque, astérisque, et ainsi se termine une autre histoire d'époque passée. Abonnez-vous à la chaîne et suivez de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment.